Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous aurons une émission spéciale. Une fois n'est pas coutume, ces 50 minutes seront consacrées donc à la prochaine campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Un cas de poliomyélite a été détecté dans le district sanitaire de Meaux, dans la région centrale, le 20 février dernier. Et pour faire face à cette situation, le Togo organise donc une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. Quel est l'objectif de cette campagne? Quelle est la période? Quelles sont les stratégies de mise en œuvre de cette campagne? Quelle est la cible? Le rôle de chacun des acteurs intervenant donc dans cette campagne. Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre sur ce plateau. Et pour en parler, nous recevons M. Badjibassa Bilakema. Il est le chef section communication à la direction préfectorale de la santé à Goué. M. Bilakema, bienvenue. Oui, bonjour Brigitte. Et c'est un honneur pour moi de partager votre plateau pour encore ce matin communiquer, partager avec les téléspectateurs sur cette campagne prochaine. Voilà. Hier, Merci. vous étiez également sur ce plateau, mais en langue éveillée. Aujourd'hui, nous allons dans la langue du blanc, on va dire ici, pour éclairer donc nos téléspectateurs sur cette prochaine campagne-là. Donc, nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Je l'annonçais à l'instant, le Togo se prépare donc à une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas une première, cette campagne. Pourquoi organiser, M. Bilakima, une énième campagne de vaccination contre la poliomyélite? Oui, merci beaucoup Brigitte. Et je vais aller un peu pour au moins sortir l'épidémiologie pour qu'on puisse comprendre pourquoi cette campagne. Et je vais dire ici déjà que c'était depuis 2007 que notre pays, notre cher pays, le Togo, a été déclaré exempt de poliovirus sauvage. Et depuis 7 ans, le pays, à travers donc le système sanitaire, a continué par faire la surveillance des maladies. Et en même temps, la vaccination aussi a continué. Il s'est fait que dans les années 2008-2009, on a encore retrouvé des cas au niveau du Togo. Mais ces cas n'étaient pas des cas autochtones, mais c'était des cas importés. Et on a eu encore d'autres cas grâce à ce suivi, grâce à la surveillance des maladies, on a eu des cas. Et à chaque fois qu'il y a des cas, donc, il y a des mesures appropriées qui sont adaptées. Et nous disons que pour cette dernière, c'est en octobre 2025 passé qu'il y a eu des cas au Bénin. Et ce qui est un peu un souci pour le Togo, c'est que les cas sont détectés dans une région frontalière au Togo. Et ainsi dit, déjà, ça veut dire que le danger est à la porte. Et non seulement à la porte, mais nous connaissons un peu bien le flux transfrontalier entre ces deux pays, où le Togolais est au Bénin, il revient, il va, il revient. Le Béninois est au Togo, quand il veut, il va, il revient. Le passage est fluide. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un danger au Bénin, le danger est déjà au Togo. Oui. Donc c'est face à ça que les autorités, le gouvernement et les autorités sanitaires ont dit attention, l'homme prudent voit le mal de loin. Et donc ils ont pensé à réagir automatiquement pour faire une campagne rapidement pour couvrir, riposter, pour que le mal n'arrive pas. Mais voilà, le 20 février dernier, dans le projet de Meaux, on retrouve un cas donc, au Togo. On voit déjà, c'est-à-dire que j'ai salué la clairvoyance des autorités sanitaires. Et moi seul, j'ai apprécié. Et on devait dire au Bénin, mais on dit non, on doit courir. Et aujourd'hui, la vitesse est là, c'est déjà sur notre territoire. Et donc voilà un peu le pourquoi, l'importance d'organiser cette campagne-là pour protéger nos enfants. Et je voulais aussi ajouter que
un seul cas de poliovirus qu'on détecte positif dans un pays, c'est que le pays est mis en branle. Le pays est en épidémie, il faut réagir. Alors pourquoi? C'est à cause de, je sais pas, la haute contagiosité de la maladie. Pourquoi un cas, déjà on parle d'épidémie? Oui, vous voyez, c'est par rapport à l'incidence et puis la finalité de la maladie. Vous voyez, lorsque ça prend une personne ou un enfant, on a dit que vous avez vu les images qu'on a montrées à travers. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de passer de maison en maison pour sensibiliser avec des images là, où on voit les enfants paralysés, les gens paralysés. Vous voyez, lorsque cette maladie conduit à la paralysie, au finish, et cette paralysie là, elle est irréversible. Vous voyez déjà? Est-ce que quelqu'un qui est assis au sol, est-ce qu'il peut donner comme quelqu'un qui est debout vraiment? Ce n'est pas pour faire une discrimination, mais il vaut mieux prévenir, pour qu'on soit solide, valide, pour que la jeunesse soit solide, pour pouvoir construire ce pays. Donc voilà pourquoi l'État rapidement dit il faut réagir, il faut faire une campagne pour que les enfants soient protégés, pour arrêter rapidement cette maladie qui est redoutée. Voilà, arrêtez donc rapidement cette maladie. Mais en général, quels sont les objectifs que vous avez fixés pour cette campagne-là? Oui, pour cette campagne que le pays organise, l'objectif fixé, c'est de pouvoir administrer le vaccin à 95% des enfants de moins de 5 ans. Donc, les enfants de 0 à 59 mois. 95%. Et en même temps, nous allons rechercher dans les ménages les paralysés flasques aigus. Il se peut qu'il y ait des cas. Donc, on va demander dans chaque maison, et c'est pour dire aux parents qu'il ne faut pas cacher les enfants, il ne faut pas cacher ces cas-là, il faut les dire pour qu'on puisse agir. On va prélever pour voir si vraiment c'est polio et faire tout ce qu'il faut comme action. Donc, on va rechercher activement tous les cas de paralysie dans les maisons. Et donc, au soir de ce premier tour, donc, ce rapport serait fait. Et s'il y a des cas, on va investiguer, on va prélever, on va envoyer à la laboratoire pour confirmation. Voilà. Merci. Voilà. Et tout de suite, cette question me vient à l'idée. S'il s'agit d'autres campagnes, peut-être des distributions de moustiquaires, par exemple, il y a d'abord un recensement qui se fait en amont. Est-ce que dans le cas de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, est-ce qu'il y a eu un repérage, peut-être de passer de maison en maison, de recenser les enfants qui n'ont pas eu ce vaccin contre la poliomyélite, ou bien c'est quelque chose qu'on fixe et puis on le fait? Ok, merci beaucoup. Oui, pour des campagnes, les stratégies diffèrent d'une campagne à une autre. Pour d'autres campagnes, il est vraiment important de dénombrer, après aller à la distribution ou à la campagne elle-même. Bon, ici, la cible qui est concernée, comme je l'ai dit, 0,59 mois, et par rapport aux données de recensement faites par les CID, nous avions des données. Et bien qu'on sait tous que c'est des données administratives, ce n'est pas vraiment ce qui est vraiment, c'est pas que c'est toc, zéro, voilà, mais c'est que avec ça, c'est des résultats fiables que nous utilisons. Donc on a aujourd'hui le nombre d'enfants, on sait pour tout le pays, le nombre d'enfants concernés par la campagne. Et c'est par ça, on met des pertes, on met des facteurs pour calculer même les vaccins à commander. Et chaque région, chaque préfecture, chaque fonds santé a cette population et on les sait en conséquence de cause. Donc c'est par juste ça qu'on va aller. Donc on n'a pas fait un recensement préalable. Donc chacun a ce chiffre-là et on sait qu'on attend tel nombre d'enfants pour cette campagne. Il peut arriver qu'on vaccine plus que ça dans une aire sanitaire, ce n'est pas un péché. Donc c'est comme ça. Mais pour dire ici que la vaccination que nous avons fait pour eux là, tous ces enfants des 0,59 mois vont l'avoir. Il n'y a pas à dire que l'enfant a été vacciné aujourd'hui au centre de santé par polio, on va le faire, non. Même au centre de santé, les enfants qui vont venir pour faire le polio que nous faisons en routine, on va aussi lui donner le polio de la campagne. Et si vous voulez, je peux revenir expliquer pourquoi. Voilà. Alors, vous l'avez dit, il y a un cas qui a été détecté dans la région centrale depuis le 20 février. Depuis la détection de ce cas, quelles sont les dispositions qui ont été prises par le gouvernement? Oui. Et depuis la détection de ce cas, beaucoup de dispositions ont été prises. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai parlé d'abord de la clairvoyance tout à l'heure du gouvernement et de l'autorité sanitaire. Et après ça, vous avez tous vu la note. Vous voyez, ce n'est pas des choses qu'on doit cacher. Ouais, c'est le feu. On ne peut pas cacher le feu dans l'habit. Donc, tôt ou tard, on va voir la fumée et le feu va te prendre, on saura.
Donc, le ministre, la première autorité sanitaire, a déjà sorti un communiqué pour dire, pour avertir l'opinion, la population, tout le monde que nous avions un cas positif de polio, de souche vaccinale au niveau de la poche de Meaux. Et après ça, donc tout pendant le prix de trucs, de décisions, vous avez le communiqué à préciser ce qu'il faut faire. Oui. Et puis également au niveau de la préfecture, la région centrale a appuyé, il y avait des investigations, tout ce qu'il faut faire autour, ça a été fait. Et que après maintenant, s'en suivra dans cette campagne qui va être toujours dans les mesures des décisions donc, des autorités. Voilà. Nous parlons bien évidemment de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Quelle est la période? Quand est-ce que ça va se dérouler et quelles sont les stratégies de mise en œuvre? Est-ce que c'est du porte-à-porte ou bien comment est-ce que ça va se passer? Merci Brigitte. Encore une fois, merci à notre sénateur. Pour dire que cette campagne, la stratégie qui sera utilisée, c'est le porte-à-porte. C'est le porte-à-porte et nous allons le faire en 3 jours. Donc pour ce premier tour, c'est le 12, demain jeudi, le 13 et le 14. Donc 3 jours. Et nous allons, peut-être pour ratisser, voir peut-être ceux qui ne sont pas touchés dans les 3 jours, on va continuer donc le 4e jour, qui sera le dimanche. Et si possible, s'il y a eu des crèches, des jardins d'enfants, des écoles qui n'ont pas pu être touchées, le lundi également, les équipes pourront aller pour vacciner, pour qu'on puisse donc atteindre tous les enfants togolais de la tranche de 0 à 59 mois. Donc, les équipes iront de maison à maison, c'est le porte-à-porte. Au même moment, les équipes vont passer dans les écoles pour là où on peut trouver ces enfants cibles de la campagne. Voilà un peu comment nous allons organiser la stratégie pour pouvoir atteindre les objectifs. D'accord. Prenons un enfant qui a bien suivi sa vaccination de routine. Vous avez dit que vous allez revenir tout à l'heure là-dessus. Il a eu sa vaccination, mais sa dose contre la poliomyélite. Il a fait le rappel et tout. Avec cette campagne, est-ce que cet enfant, disons l'enfant à 5 ans, est-ce qu'il peut encore recevoir le vaccin contre la poliomyélite? Ok, merci Brigitte pour la question. Je disais tantôt que j'allais y revenir. Pour, voyez, quand la poliomyélite est causée par un virus qu'on appelle le poliovirus. Et ce poliovirus-là, on le jette dans la nature à travers les excrétas. C'est-à-dire que tout ce qui est fesses, urine, c'est par là que ça sort. Et donc pour dire que ça peut contaminer. Voilà pourquoi on court. Donc un enfant qui a ça, peut-être que tous les enfants qui s'amusent avec lui peuvent le contacter. Ou bien quelqu'un qui a ça, lorsqu'on n'arrive pas à mettre de l'hygiène un peu autour de tout ce qui est gestion des excrétas, ça veut dire qu'on va disséminer dans la nature les poliovirus. Et donc, urgence sanitaire. Maintenant, au niveau de ces virus-là, il y a plusieurs sérotypes. Il y en a donc, on a le 1, 2, le 3. Et au Togo, en temps, le vaccin qu'on avait contre polio, ça couvrait les 3 sérotypes. Le vaccin trivalent. 1, 2, 3. Avec ce vaccin, quand on le prend, ça peut nous protéger ou agir sur donc, les 3 types de virus qui circulent. Il s'est fait qu'on a découvert en tant que les recherches ont montré qu'au fait, au niveau de la sous-région ou de notre pays, les cas qu'on a toujours eu, c'est souvent le 1 ou bien le 3. Ça, vous voyez. Dans le 2, on n'a jamais vu ça actuellement. Et il s'est fait que sur le marché, il y a les vaccins trivalents, il y a les vaccins monovalents, il y a les vaccins bivalents. Et vous convenez avec moi que quand c'est trivalent, le coût voilà, va être. Voilà, on dit, il s'est comme pour être efficace. Donc, on a fait le switch. On a ramené donc un vaccin bivalent qu'on a donc actuellement dans le cycle de vaccination de routine contre le 1 et contre le 3. Vous avez vu le communiqué? C'est le 2 qui venant importer et arriver. C'est ça qu'on a eu aussi au Bénin. Donc, dans le vaccin qu'on fait en routine aux enfants, il n'y a pas pour protéger contre le type 2. Voilà pourquoi cette campagne-là, tous les enfants, qu'ils soient vaccinés hier ou qu'ils soient vaccinés en même jour, en même temps, on va administrer le vaccin contre la poliomyélite type 2. Donc ici, on l'a appelé le vaccin NVPO2, le vaccin polio oral type 2. Voilà.
sauf vraiment une contre-indication, ou peut-être le médecin de l'enfant a dit, par rapport à ce vaccin, l'enfant ne doit pas reprendre là, ok, le parent peut signaler ça, et puis, mais par rapport aux autres vaccins faits en routine, sur cette campagne, tous les enfants de moins de 5 ans seront donc vaccinés. Alors, de 0 à 59 mois. Donc, 5 ans révolus, l'enfant ne peut pas avoir le vaccin. Moins de 5 ans, il dit moins de 5 ans. Alors, quelles sont les stratégies? Ou bien, avant de venir aux stratégies, quand on parle de vaccin, il y a toujours réticence de la part de parents. On se dit, qu'est-ce qu'on va mettre dans le corps de nos enfants? Est-ce que ces vaccins sont fiables? Qu'est-ce que vous avez à dire à la population sur ce point-là? Merci Brigitte. Et j'étais en train de dire, et aussi par rapport donc aux rumeurs là, pour dire que c'est des rumeurs que les gens des fois créent. Hein. Seul dans sa chambre, il peut monter une vidéo, prendre une image ici, prendre la voix de quelqu'un et assembler et puis aller lancer, publier, demander de partager. Et il y a des gens anti-vaccins, donc et pour lui la vaccination c'est pas une bonne chose, ça ne peut pas passer. Mais aujourd'hui, en tant que Togolais, nos parents, nos grands frères, nos grands soeurs, les gens peuvent témoigner. Je prends juste l'exemple de la tuberculose, et appelée Yomekwen ou bien la toux grave là. En Kotokoli, on parle de Koutungbezio. Donc c'est une toux que les gens ont connue et savent comment ça tuait avant. Et la personne tousse la nuit, souvent vers le matin. Après tout, il crache avec le sang et puis il maigrit et puis il va partir, forcément. Mais avec le BCG, on n'a pas vacciné aujourd'hui là, mais on appelle ça comme ça. Ouais. La maladie est toujours là, hein, mais ça ne tue pas comme avant. Et aujourd'hui, l'État a mis des trucs pour pouvoir traiter les cas de tuberculose. Je prends la rougeole par exemple. La rougeole, avant, quand la rougeole prend les enfants, mais on compte sur le doigt ceux qui vont survivre après la rougeole. Et mon papa était un ancien chef et au jugement dans la maison, un jour, mon père m'a raconté que lorsqu'ils sont arrivés, un monsieur a pris 2 femmes. La première, elle a resté longtemps, 8 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et à peine on a amené une deuxième qui, au cours de l'année, en même temps, a eu un enfant. Oui. Et souvent, elle prend l'enfant pour faire des problèmes de jalousie, autres là, pour un peu énerver la première. Et l'affaire a tourné jusqu'à s'arriver à la cour du roi, à la cour du chef. Et la grande dame a dit non, en pleurant, qu'elle n'a rien à dire, que Dieu a donné un enfant pour leur maison. Elle, c'est une joie pour elle parce qu'au moins, elle venait la faire, l'enfant c'est pour eux tous. Mais vu là où c'est arrivé, elle va prier sa coépouse de patienter d'abord. Lorsque la période de la rougeur va passer et que notre enfant va survivre, là tu pourras le mettre devant mon face. C'est pour dire que aujourd'hui, avec la vaccination, regardons ce qui se passe. La rougeur est passée plusieurs fois, les enfants ont eu ça, ils ont quand même résisté. Beaucoup n'ont pas eu parce qu'ils sont vaccinés. Donc c'est pour nous dire que la vaccination a sa place très importante. Très très importante. Donc pour dire que nous allons écouter les audios contre la vaccination, mais il faut approcher les personnes de la santé qu'on connaît pour demander ça, on a eu ça là comment. Et quand on a la vidéo, il ne faut pas partager des choses erronées. Donc quand c'est comme ça, juste, toi qui partages, tu contribues à semer du trouble, à semer des choses erronées dans la tête des gens. Donc pour dire que le blanc ne peut pas envoyer un vaccin pour nous tuer et nos autorités ne peuvent pas être là pour accepter un vaccin pour tuer sa population. Quand la population n'est pas là, quand nous n'est pas là, mais le PC n'est pas là, le blanc de n'est pas là, c'est parce qu'on est là qu'ils sont là. Donc aucun président, aucun gouvernant ne va pas accepter de prendre un produit, un médicament pour tuer sa population. Ça n'existe nulle part. Donc pour dire que, et je prie ici que les gens puissent comprendre et que cette manque de confiance qui est né en temps avec Covid là puisse renaître, peut revenir, qu'on puisse donc accepter les décisions de campagne, des activités de masse que le gouvernement, l'État lance, donc pas normal lorsque vraiment il y a besoin. Et si un blanc va nous tuer, il ne va pas attendre un vaccin. J'ai toujours dit ça. Nous mangeons beaucoup de choses, nous tuons beaucoup de choses que nous ne fabriquons pas au Togo. Oui.
Donc, ça aussi, on doit avoir ça à la tête. Donc, si le blanc va nous tuer, il ne va pas attendre un vaccin pour venir nous rendre stériles ou venir nous tuer. Un peu, voilà ce que j'allais dire par rapport à ça. Donc, merci beaucoup, Brigitte. Alors, nous allons nous attarder sur le cas du vaccin. Parlez-nous un peu comment ou bien dans quelles conditions, justement pour rassurer nos téléspectateurs, dans quelles conditions les vaccins arrivent au Togo, dans quelles conditions on les garde et avant même que le vaccin soit administré à un patient, bien à un enfant, comment est-ce que ça se passe? Parlez-nous un peu de ce processus-là. Ok, merci beaucoup. Cette question, souvent, on l'a aussi. Et pour dire que les vaccins sont surveillés comme du lait au feu. Je l'ai toujours répété et je vais toujours le marteler. Les vaccins que nous avons pour la routine là, la plupart viennent par avion. Ouais, pour ne pas traîner par bateau parce que c'est des trucs sensibles. Et depuis le fabricant, quand on le monte au niveau du pays, le logicien sait qu'on est en train de charger le vaccin pour le pays. Il sait en combien de temps ça va arriver à l'aéroport. Et il y a un transitaire qui prépare tout en même temps quand l'aéroport ne va pas traîner. Et c'est mis dans des caisses isothermes, c'est des glacières spécifiques pour la santé, pour les vaccins, qui peuvent conserver la température. C'est des milieux adiabatiques pendant au-delà de 72 heures et plus même d'ailleurs. Donc dans chaque caisse, on met des moniteurs de température. Et on sait que le vaccin doit être conservé en tel degré et tel degré. Des moniteurs là pour contrôler ça. En même temps, il y a des moniteurs pour le gel. Vous voyez, pour voir est-ce que ça a été gelé, ça a été. Donc, et ça arrive comme ça. Quand ça arrive, on vérifie à l'aéroport, on fait un rapport qui retourne au fabricant que, ok, on a réussi le vaccin, c'est arrivé, ça donne bon, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Le rapport retourne. Et quand on prend ça, l'État a mis en place, avec les palais des partenaires, des voitures frigorifiques qui conservent la température idéale, où on met en même temps les caisses, on les amène donc à notre chambre froide du ministère qui se trouve à la division de l'immunisation. Et c'est comme ça qu'on va les convoyer aussi vers les régions où il y a des chambres froides, il y a des réfrigérateurs. On va les convoyer vers les directions de santé préfectorale et les préfectures. Et aussi où nous avons des chambres froides avec des réfrigérateurs, on conserve. Et cette température dans les chambres de froid sont contrôlées, vérifiées le matin et le soir. Et puis à des endroits même, on a mis des capteurs et qui sont liés à des comptes à nos téléphones où on peut signaler même à un gestionnaire de stock là où il est que dans chaque chambre il y a quelque chose qui se passe. Et automatiquement, s'il peut courir ou bien s'il peut appeler quelqu'un pour regarder, on va regarder pour rapidement régler. Et lors de la vaccination, ouais, quand on va sortir nos vaccins au niveau des préfectures et des centres de santé, nous conservons ça entre plus 2 et plus 8 degrés. Je ne vais pas dire le plus haut, voilà ce qui nous concerne. Et on les sort, on les mettra dans des cruches. C'est des petits glaciers qu'on peut porter. Et dans ces cruches-là, vous allez voir dedans, on met des accumulateurs de froid qui sont conditionnés, qui vont conserver aussi une température idéale pour ce vaccin au cours du passage de ménage en ménage. Et les variants en évoluant, ils contrôlent tout ça là. Si à un moment donné, on voit que les cruches sont dépassées, il doit revenir. Ou bien le superviseur va leur apporter des cruches pour remplacer. Vous voyez. Donc, c'est cette surveillance qui est faite au vaccin. Parce que le vaccin, le fabricant donne des conditions de conservation, des conditions de manutention, des conditions d'administration. Et tout ça, là, les gens sont formés et sont équipés pour que ça puisse vraiment bien marcher. Donc, voilà un peu l'effort qui est fait autour du vaccin. Pour dire que lorsqu'on avait dit en tant qu'on a dit, que notre autorité a dit que même si c'est périmé, on va vacciner, jamais. Ça ne peut jamais arriver. Sur le vaccin, un vaccin dans une cruche là, qui a perdu même l'étiquette, on ne va plus l'utiliser. C'est-à-dire que quand un vaccin n'a pas de papier, l'étiquette pour qu'un parent ou bien quelqu'un puisse lire, il est douteux. Un vaccin dans la cruche entend si le truc a fondu et que le vaccin nage dans l'eau, c'est un vaccin qu'on ne va pas utiliser. Un vaccin, sur le vaccin, il y a ce qu'on appelle passé de contrôle. Ça contrôle la chaleur à laquelle a été soumis le vaccin. Et lorsque ça atteint un niveau de détérioration, lui change de couleur pour dire que ce vaccin va pas l'utiliser. Quand ça change de couleur, les gens sont formés, on le sort du stock. Est-ce que vous voyez déjà? Donc, toutes ces mesures sont prises pour dire à la population togolaise que
en tout cas, en matière de vaccination, notre pays a fait des avancées notoires. Vous pouvez vraiment chercher. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. En parenthèse, il y a un constat aussi qui est fait. Certaines personnes, bon, ils n'aiment pas se soumettre à ces vaccinations de routine là. Ils vont eux-mêmes en pharmacie acheter le vaccin. Et peut-être, comme vous l'avez dit, le vaccin doit être gardé dans certaines conditions. Mais vous allez voir peut-être le patient ou bien cette personne-là avec de la glace, genre pour conserver, entre guillemets, voilà, l'état du vaccin. Est-ce que ces pratiques-là sont, je sais pas, souhaitables ou bien à bannir? Merci beaucoup, Brigitte, pour vraiment ces questions très, très pertinentes. Et effectivement, je pense que tout le monde nous suit. Et en pharmacie, ouais, dans le centre de santé pour les vaccins, nous avions des réfrigérateurs carrément spécifiques pour conserver les vaccins. Et on parle de normes PQS. Ça, c'est un peu fort, c'est des normes de l'OMS. Mais ouais, on a des réfrigérateurs de domicile là. Ménager, c'est pas ça. Oui. C'est différent. Donc, dans des pharmacies, c'est pour exhorter les pharmaciens que pour pouvoir vendre des vaccins, donc de faire un effort pour avoir vraiment des réfrigérateurs qui sont homologués, pour adapter pour conserver les vaccins. D'abord, ça c'est un. Et maintenant, dans le réfrigérateur de chacun, on doit avoir un moniteur de température pour s'assurer que la température au niveau du réfrigérateur où on conserve les vaccins pour vendre à la population est compris entre donc plus 2 et plus 8, bon, selon les vaccins. Ça c'est d'abord. Maintenant, lorsque nous allons vendre un vaccin à un citoyen lambda qui arrive pour demander de grâce, on ne peut pas prendre un vaccin comme prendre un vaccin de l'hépatite B. Et quelqu'un qui vient avec un garçon bien dur, on formé, on prend le vaccin, on lui met ça dedans, la tâche on lui donne pour aller faire se vacciner. Ça, c'est inadmissible. Donc, celui qui m'écoute ce matin, cette pratique-là, on doit l'arrêter en même temps. Donc, je demande ici à la population, lorsqu'on nous prescrit un vaccin, donc le centre où on nous a prescrit, ils ont des cruches, il y a des petits modèles, il y a des moyens qu'on peut transporter facilement. Vous pouvez demander, on vous sert un, ou bien on vous sert, nous avons des sacs, et des sacs même qu'on vend partout, sacs glaciaires. Donc vous allez au centre, on vous sert un accumulateur ou deux, et vous mettez dans votre sac glaciaire, avec ça vous allez vous payer le vaccin en toute sécurité, vous revenez, on vous fait l'injection, et puis vous retournez les briquettes. Donc je vais prier tout le monde, il ne faut pas aller prendre un vaccin, mettre sur les glaçons, tuer le vaccin, avant d'arriver, comme on vous aurait piqué, on vous aurait blessé inutilement. Vous n'aurez aucune protection par ce vaccin. C'est important. Et je pense que par rapport aux grossistes, aux officines, le ministère de la Santé est en train de faire des efforts pour faire des contrôles. Parce que c'est les grossistes là qui amènent des vaccins qui vendent aux pharmacies. Donc le contrôle se fait pour amener tout le monde à être dans les normes. Pour qu'au niveau du pays, en matière d'immunisation, qu'on soit vraiment au top, comme je l'ai dit tantôt. Et l'INH aussi est là, fait des efforts par rapport à la vaccination des adultes et fait aussi ce contrôle avec la division de l'immunisation. Merci beaucoup. Alors, souvent, quand on fait des vaccins, il y a des effets secondaires, hein, peut-être un peu de fièvre et tout ça là. Alors, dans le cas de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite, est-ce qu'avec la poliomyélite, il y a également les effets secondaires? Est-ce que les enfants peuvent faire la fièvre ou bien il n'y a pas d'effet? Merci beaucoup, Brigitte. Oui, au cours de cette campagne, pour polio aussi, il y a des effets. Il n'y a pas de produits, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. On va dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y en a pas. Donc, pour dire que les vaccinateurs sont formés, donc ils communiqueront avec les mamans, avec les parents, les gardiens d'enfants. Donc, après les 2 gouttes, si l'enfant manifeste une fièvre, si l'enfant manifeste tel bobo, il faut donc lui donner peut-être l'antipyrétique paracétamol que vous avez. Si ça ne se calme pas, revenez à l'hôpital. Parce que l'agent de santé, quand il va, il dit que je suis agent de santé, je suis envoyé par exemple, l'hôpital Landa et pour administrer le vaccin international et il explique un peu. Donc, la personne sait déjà que lorsque ça ne va pas, je dois retourner vers tel centre pour dire qu'après la vaccination de mon enfant, 2 jours après, 3 jours après, même 1 semaine, 2 semaines après, l'enfant a eu tel. Donc, quand vous revenez, on vous recevra. Et il n'y a pas dit que vous allez venir payer un carnet. Donc, le ministère a instruit
pour ces manifestations adverses post-immunisation. C'est comme ça on les appelle, les effets secondaires mineurs. Donc les centres de santé publics qui sont là, et ils vont gérer. Ils vont faire tout pour accueillir les gens, les consulter, voir si le mal vraiment est lié à la vaccination et faire tout ce qu'il faut le nécessaire. Lorsque ça devient un cas grave, l'État a mis des centres de référence qui sont là dans chaque région où on peut référer et que la personne soit prise en charge gratuitement. Donc pour dire que si il est arrivé qu'un temps, les gens ont eu des MAPI et qu'ils ont été mal gérés, ils ont été mal reçus dans le centre de santé, nous allons ce matin nous excuser au nom de tout le monde et demander que voilà les dispositions qui sont prises dorénavant pour que ça puisse bien se faire. Merci beaucoup à tout le monde et que ce message que nous avions écouté ce matin, qu'on puisse le semer, le disséminer partout où on est pour que l'autre aussi puisse écouter, pour que demain on reste un bon accueil donc, à nos vaccinateurs qui vont circuler de maison en maison. Voilà, la poliomyélite, donc, c'est une maladie virale qui se manifeste souvent par une paralysie des membres inférieurs. Alors, est-ce qu'on peut traiter la poliomyélite? Oui, la polio, et comme on le dit, quelqu'un a posé cette question ce matin sur un média, est-ce qu'il y a rien à faire après ça, ou bien est-ce qu'on peut trouver un vaccin à vie pour que quand on fait une fois là, c'est fini? Bon, la poliomyélite, quand ça commence et que ça, la paralysie s'installe, malheureusement, c'est irréversible. Et il n'y a plus rien à faire. À l'étape là, il n'y a rien à faire. Et comme je l'ai dit dans tout ça, ça peut conduire certainement à la mort. Ça dépend de là où le virus va attaquer. Voilà, donc ça paralyse. Tu es au sol, tu ne pourras pas te lever. Quelqu'un m'a dit que il y a le miracle de Dieu. Oui, je suis croyant. Et ça peut arriver, mais scientifiquement, il n'y a rien à faire. Lorsque la paralysie s'installe, c'est fini. Alors, rappelez-nous donc les dates de cette campagne-là et comment est-ce que ça va se dérouler. Ok, merci Brigitte. Et pour rappel, donc la campagne va se faire en 3 jours, demain jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14. Et comme je l'ai dit, donc on va faire un ratissage le dimanche pour voir encore les maisons où on doit repasser. Et si on n'a pas atteint l'objectif, ou bien on sent qu'il y a des maisons, ou bien il y a des gens qui ne sont pas couverts, on veut que tous les tourists soient vaccinés dans la cible. Donc on ira même lundi dans certaines écoles, ou bien d'autres zones qui restaient pour parachever la vaccination, afin de pouvoir donc vraiment bloquer la route, ou bien donc faire que ce virus-là ne puisse pas continuer son chemin. Alors, vous l'aurez donc compris, la prochaine campagne donc, de vaccination contre la poliomyélite, le premier tour, justement pour le compte du premier tour, c'est du 12 au 14 mars 2026. Merci, Monsieur Bilakema, d'être passé. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais annoncer que nous aurons un second tour. Oui. Le second tour, c'est en avril, et ce sera le 16, 17 et 18 avril. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, la campagne, le premier tour commence donc demain. Laissez, bien faites vacciner. Donc, vos enfants pour prévenir cette maladie, comme nous l'avions dit, qui, quand elle vous attaque, c'est irréversible. Vaut mieux prévenir que guérir, nous disons souvent. Merci donc d'être passé sur notre plateau, Monsieur Bilakema Badibassa. Vous êtes le chef section communication à la direction préfectorale de la santé à Goué. C'est un plaisir de vous recevoir donc sur ce plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.